Que représente cette maladie pour toi aujourd'hui? Je dirais d'abord que quelque part, j'ai de la chance parce que ce n'est pas une maladie qui implique des risques pour ma santé. Et en plus, c'est aussi une maladie qui ne se voit pas forcément. Moi, par exemple, je les gère les tics assez bien. Les gens ne le voient pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est ce que je devis. Dévier un tic, en fait, se le détourner, dit un petit enfant atteint de SGT. On peut dire que la prévalence du SGT est estimée à 1 sur 2000. Cette estimation passe à 1 sur 200 si les formes mineures comprenant les tics transitoires ou chroniques sont inclus dans la définition de la maladie. Le SGT apparaît durant l'enfance et touche plus souvent les garçons que les filles, quelle que soit leur origine géographique. La cause exacte du SGT n'est pas connue. Cette maladie présente vraisemblablement une forte composante génétique à l'origine d'un terrain familial. Plusieurs gènes sont impliqués, mais n'ont pas encore été identifiés. Il est forcément suggéré que certains facteurs environnementaux contribuent à l'apparition de ce syndrome, événements ayant eu lieu avant, pendant ou juste après la naissance, facteurs toxiques, stress, réaction immunitaire. Pour ce dernier facteur, il semblerait qu'une réponse anormale du système immunitaire lors d'infections répétées et à streptocoque pourrait être l'origine des tics. Ainsi, l'interaction entre facteurs génétiques et environnementaux serait responsable de la variable de manifestation du SGT. Et c'est le syndrome de Gilles de la Tourette. Le syndrome de Gilles de la Tourette est une maladie neurologique à composante génétique caractérisée par des tics involontaires, soudaines, brèves et intermittents, se traduisant par des mouvements, tics moteurs, ou des vocalisations, tics sonores. Il s'ajoute fréquemment un ou plusieurs troubles du comportement, déficit de l'attention, hyperactivité, troubles obsessionnels compulsifs, crise de panique ou de rage, troubles du sommeil ou de l'apprentissage. Quelle est son origine? Le syndrome a été décrit pour la première fois au XIXe siècle par Georges Gilles de la Tourette, un neurologue d'origine française. À l'âge de 28 ans, en 1885, Gilles de la Tourette a publié un article sur le journal médical Archives de neurologie, où il a décrit une bizarre condition neurologique qu'il appelait la maladie de tic. Cependant, ce n'était pas les premières rencontres avec le syndrome. En 1494, deux médecins d'origine allemande ont décrit la condition d'un peuple qui avait des tics moteurs et sonores et ont attribué ces conditions à la possession d'un démon, de la sorcellerie ou de l'exorcisme. Quels sont les symptômes du SGT? Le syndrome a comme symptômes des tics incontrôlables. Il y en a deux types de tics. Premièrement, on a les tics moteurs. Ceux-ci sont liés à des contractions musculaires involontaires qui peuvent être simples, cela veut dire qui impliquent seulement un seul muscle ou un petit groupe de muscles. Par exemple, les clenchements des yeux, le haussement des épaules, la crispation de la bouche.
secousses de la tête ou les tics moteurs peuvent être complexes. Cela veut dire qu'on a des manifestations plus coordonnées qui peuvent ressembler à des mouvements volontaires. Par exemple, toucher, sentir, frapper, faire des gestes obscènes ou l'imitation des mouvements effectués par quelqu'un d'autre. Deuxièmement, on a les tics sonores. Il y en a deux types de tics sonores. Les simples, qui sont généralement des bruits émis par la bouche ou le nez. Par exemple, le reniflement, les grognements, les raclements des gorges, des cris, rires involontaires ou clapements avec la langue. Et on a les tics sonores complexes qui ont un sens linguistique. Par exemple, on a des syllabes prononcées par la personne atteinte ou quelqu'un d'autre, le langage grossier ou obscène. La détection du syndrome. Description, l'observation des tics ainsi que l'histoire de leur évolution permettent aux médecins de poser les diagnostics d'ISGT. La présence d'un problème psychologique ou comportemental ou une histoire familiale de manifestations similaires de la maladie renforcera celui-ci. Des critères précis ont été définis pour le diagnostic du SGT. Tout d'abord, la présence de plusieurs tics moteurs et de moins un tic sonore à un certain moment, mais pas obligatoirement en même temps. Après la présence de tics plusieurs fois par jour, presque tous les jours ou par intermittence, pendant au moins un an, sans intervalle libre de tics pendant plus de 3 mois consécutifs. La nature, la localisation, le nombre, la complexité et l'intensité des tics variables au cours du temps. L'apparition des tics avant l'âge de 18 ans et l'absence d'autres causes identifiables. Actuellement, il n'existe pas de test pour diagnostiquer le SGT. Parfois, des examens neurologiques complémentaires comme un électroencéphalogramme ou un scanner ou certaines analyses sanguines peuvent être réalisées pour écarter l'éventualité d'autres maladies qui se caractérisent aussi par des mouvements anormaux. Mais ces critères qu'on vient de mentionner sont importants pour préciser les diagnostics d'ISGT. On vient de voir les symptômes et la détection du syndrome. Donc, on peut se demander quel traitement existe pour guérir cette maladie. Regardons tout de suite quelques conseils en général. Il n'existe pas de traitement à même de guérir du SGT, mais les traitements disponibles permettent généralement d'en atténuer les manifestations. Cependant, la plupart des enfants souffrant du SGT présentent des tics légers et n'ont pas besoin de traitement. Celui-ci devient nécessaire si les tics sont plus importants et altèrent considérablement leur vie quotidienne ou si l'enfant est malheureux et a du mal à gérer les manifestations de la maladie à l'école ou dans sa vie privée. En l'absence de traitement efficace sur le long terme, le traitement des tics, en particulier dans les formes les plus sévères, est difficile et requiert une approche multidisciplinaire. Neurologues, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et associations de malades. Pour les tics modérés à sévères, les neuroleptiques classiques, comme par exemple les pimosides, ou atypiques, comme par exemple les risperidone, sont plutôt utilisés. Les troubles du comportement
peuvent également être atténués par un traitement médicamenteux agissant au niveau de la production des neurotransmetteurs. Pour les troubles obsessionnels compulsifs, les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sont prescrits, tandis que des agents noradrénergiques ou des stimulants comme la ritaline sont indiqués dans les déficits d'attention hyperactivité. Autres traitements comme le cannabis et ses dérivés, les gommes et les patchs de nicotine sont des antitics. Dans le cas des traitements neurochirurgicaux et dans les formes très sévères de syndrome de Guillain de la Tourette, des lésions des serres limbiques ont permis d'améliorer les patients, mais au prix parfois des effets secondaires inacceptables. Récemment, une approche infiniment moins agressive, la stimulation cérébrale profonde à haute fréquence de la zone associative limbique au sein du thalamus ou du palladium a permis de diminuer l'automutilation de 100% et les tics de 70%. Mais regardons que le traitement le plus important est l'entourage, comme la famille et les enseignants de la personne qui souffre du SGT. Informer précisément les patients et son entourage, souvent en détresse, est une étape cruciale qui permet souvent de mettre à nu souffrance, frustration, culpabilité et incompréhension qui seront alors l'objet d'une psychothérapie régulière. Il joue un rôle fondamental dans le traitement de ce syndrome parce qu'il permet la dédramatisation de la maladie et une meilleure intégration dans la vie sociale et scolaire. En effet, il est très important de faire comprendre à l'entourage que ces tics sont involontaires et ne peuvent pas être contrôlés de manière continue. Une autre question nous vient à l'esprit. Comment nous, comme futurs enseignants, pouvons aborder le syndrome en classe de FLE? Pour beaucoup des élèves, les tics seront le seul aspect visible à l'école et dans la classe. Ces tics entraînent hélas fréquemment des moqueries très difficiles à vivre pour l'enfant SGT. Ses camarades de classe peuvent devenir ses tortionnaires si on n'y prend pas garde, et l'enfant SGT risque d'avoir une appréhension de plus en plus grande à l'idée d'aller à l'école ou au collège, ce qui ne qu'augmenter ses tics. Voici donc quelques conseils pour l'aborder et mettre en pratique dans notre classe. Comme premier conseil, essayez en premier lieu d'aborder le sujet de sa maladie avec l'enfant et de fixer avec lui des règles à tenir. Mais il se peut qu'il ne souhaite pas aborder le sujet de façon approfondie. Comme conseil numéro 2, après en avoir parlé avec l'enfant, informez la classe. Expliquez clairement à ses camarades de classe qu'il ne peut pas contrôler ses tics, tout comme on ne peut pas s'empêcher d'éternuer. Mais dites clairement aussi que ces tics ne seront pas pour l'enfant et jeter une excuse pour ne jamais être sanctionné s'il perturbe les cours ou fait des bêtises. Comme conseil numéro 3, opposez-vous formellement à toute imitation de ces tics. Personne n'imite quelqu'un qui vient d'éternuer, donc personne ne doit imiter les tics de l'enfant concerné. Si vous ne discernez pas bien si l'enfant a tiqué ou a volontairement dérangé la classe, demandez-le lui. Comme conseil numéro 4, aborder le thème du SGT en réunion de parents. Après en avoir parlé avec les parents de l'enfant concerné, informez les autres parents que vous avez un enfant SGT dans votre classe. Expliquez-leur en quoi consiste la maladie et rassurez-les en insistant sur le fait que leurs propres enfants n'en souffriront pas
ajouté qu'au contraire, cela pourra renforcer leur attitude à la vie en société et contribuer à leur apprentissage de la tolérance. Comme conseil numéro 5, prévenez les autres professeurs pour qu'ils puissent aussi parler du SGT dans leur classe. Plus les enfants seront informés sur la maladie, moins ils en auront peur et moins ils agressent l'enfant SGT ou se moqueront de lui. Finalement, et comme conseil numéro 6, et comme le plus important est qu'un élève atteint du SGT peut suivre une scolarité normale. Il sera cependant peut-être nécessaire de procéder à certains aménagements. Permettez à l'élève SGTE de passer ses contrôles dans un endroit isolé, si cela est possible, de manière à ce qu'il ne perde pas son temps à contrôler ses tics dans la salle de classe. Les tics sont irrépressibles. À un moment ou à un autre, ils doivent sortir. L'effort pour retarder cet instant est énorme et accapare progressivement toute l'attention de l'élève. Il faut donc trouver des possibilités de donner à l'enfant et à la classe des moments de respiration quand les tics deviennent trop lourds à gérer pour lui et pour les autres. Donnez-lui la possibilité de sortir quelques minutes de la classe pour qu'il puisse tiquer dans un endroit discret, sans gêne, tant pour lui que pour les autres. Y a-t-il une pièce dans laquelle l'enfant pourrait se retirer au calme, à l'infirmière par exemple? Y a-t-il des collèges qui pourraient le prendre à part? Peut-on autoriser un enfant à quitter la salle et à laisser un moment exploser ses tics dans la cour ou dans le couloir? On peut aussi se concerter avec les parents pour qu'ils puissent garder l'enfant à la maison quand il va trop mal, sans demander systématiquement un certificat médical, mais en faisant en sorte que l'enfant puisse rattraper les cours qu'il a manqués. D'autre côté, on pourrait parler des associations et des entreprises au Costa Rica et ailleurs qui donnent un soutien aux familles, élèves et enseignants. Par exemple, à Socot, l'association costarricense de tics et de Tourette, ils offrent soutien et orientation aux familles et patients du syndrome. En plus, ils organisent des ateliers et d'activités avec le personnel du domaine de la santé et de l'éducation. En guise de conclusion, on peut dire que le syndrome de Guillain-Barré est une maladie neurologique qu'on ne peut pas contrôler et il est aussi accompagné d'autres troubles du comportement. On connaît la maladie depuis le Moyen Âge, mais pendant ce temps-là, la science n'était pas beaucoup développée. Donc, c'est à partir du XIXe siècle qu'on lui donne le nom de syndrome de Guillain-Barré. Ce syndrome comporte deux types de tics et chacun d'eux a leurs différents degrés d'intensité. On peut affirmer aussi que l'observation de la personne ainsi comme son historial médical familial pourrait donner des indices pour le diagnostiquer de SGT. Cependant, il n'existe pas encore un test pour diagnostiquer ce syndrome, mais quelques analyses puissent aider. On doit mentionner qu'il n'existe pas un traitement spécifique pour guérir le SGT. Néanmoins, de différents traitements qui existent
aujourd'hui peuvent aider à le contrôler. Par exemple, les neuroleptiques et les antidépresseurs. On peut affirmer que l'entourage de la personne atteinte du SGT joue un rôle important dans le traitement du syndrome. Il faut éduquer nos élèves pour qu'ils puissent voir le syndrome comme quelque chose de normal et pas comme un sujet pour se moquer. Il est nécessaire d'avoir une bonne relation et communication avec les personnes qui entourent l'élève atteint du SGT. Il faut leur expliquer en quoi consiste la maladie pour avoir de bonnes réponses envers l'enfant. Il ne faut pas laisser passer les moqueries des autres élèves en raison du syndrome. Et le plus important, il faut savoir qu'un élève atteint du SGT peut suivre une scolarité normale. Il faut lui donner la possibilité d'avoir son propre rythme d'apprentissage et de lui laisser des espaces où il puisse contrôler son syndrome. Et pour finir, on peut dire qu'au Costa Rica, il existe des associations qui donnent de soutien aux familles et aux patients du syndrome.